Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On en parle à Taïwan qui vous est présenté aujourd'hui par Meg, François-Xavier Boulet et Sasa. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? alors je vais vous parler d'un sujet qui fait rencontrer la mer et la montagne. Et pour une fois, c'est pas de Hualien, D'accord. mais plutôt des divinités. Hmm. Il y a des rendez-vous qui se sont donnés. Alors, moi, je parlerai d'autres rendez-vous, pas du tout divins, mais plutôt aux urgences. Ah oui, c'est Et pas la un même chose. gros problème d'urgence à Taïwan. Donc, pour le désengorger, depuis le début de ce mois, le ministère de la Santé vient de mettre en place 13 centres de soins légers d'urgence. Alors, je pense que c'est moi qui ai le sujet le plus lourd aujourd'hui. Je vais vous parler d'un récent article paru sur le site Fabulae Mondi d'Alexis Franchot, doctorant en études chinoises à l'université Rennes 2. Et donc l'an dernier, en fait, il avait participé à la journée jeunes chercheurs à l'Academia Sinica sur le thème du discours techno-nationaliste de Xi Jinping. Et là, il a écrit un nouvel article qui s'intitule « Terreur verte, nazisme, ce que la reprise d'éléments de discours du Kuomintang par la Chine nous dit de l'évolution de son récit stratégique sur Taïwan ». D'accord. Alors, que nous dit cet article, justement ? Eh bien, en fait, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on va en entendre probablement parler ces prochaines années. Puis aussi, ça nous permet de comprendre des allusions qui peuvent nous paraître tout à fait bizarres pour nous, Européens, dans la politique intérieure taïwanaise. Il faut peut-être commencer par terreur verte. Qu'est-ce que c'est ? Je suppose que les Européens ne connaissent pas ces terreurs. Les Taïwanais, je ne suis pas sûre non plus. En fait. C'est pas quelque chose qu'on entend au quotidien, en fait. En disant. Oui, il faut le préciser quand même. En fait, ça fait référence à la terreur blanche. Donc, c'était l'époque de la loi martiale à Taïwan, sous le parti Kuomintang. Après le massacre du 28 février 1947, peu après, en fait, le régime a instauré la loi martiale. Entre 47 et 87. Voilà, ça a duré une quarantaine d'années, ce qui est incroyable, avec des arrestations de dissidents, de personnes soupçonnées d'être communistes, exécutions etc. Aussi. Voilà. Donc ça, c'est l'époque de la terreur blanche. Et pourquoi verte ? Parce qu'on a beaucoup d'arbres aujourd'hui. Non, pas du tout. Il faut colorer. On est passé du noir au blanc aux couleurs. Toujours pas non plus. En fait, le vert à Taïwan, ça fait référence au camp du Parti démocrate progressiste, le DPP, et ses alliés. Voilà. Donc le camp indépendantiste, si on veut prendre ce vocable, quoi. Voilà, démocratique. Alors, j'ai l'impression que ça vous intéresse. Donc, si vous voulez, on commence avec ce sujet. Oui. D'accord. Alors, tout d'abord, pour replacer un petit peu le contexte global, Alexis Franchot commence par signaler qu'il y a un durcissement du récit du gouvernement chinois sur Taïwan, en particulier depuis l'arrivée du président Lai Ching-te au pouvoir, donc le 3e mandat du DPP à la tête du pays. Et ce récit dépeint parfois de manière exagérée les autorités de Taïwan. J'utilise ce vocable parce que justement, pour Pékin, il n'y a pas de gouvernement taïwanais, ce sont les autorités de Taïwan. Et donc, il décrit ces autorités de Taïwan comme un régime autoritaire de terreur verte, entre guillemets, voire même nazi. Ce qui peut vraiment, au premier abord, être très choquant. Alors, Alexis Franchot remonte à la jeunesse de ces termes et il constate qu'ils sont issus en fait de la politique intérieure taïwanaise et que c'est seulement ensuite qu'ils ont été repris par la République populaire de Chine. Donc je vais résumer son article parce qu'il est vraiment long, je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Il souligne déjà que la référence au nazisme dans la politique taïwanaise a une résonance très différente de celle que l'on a en Europe. Certes, on peut le regretter, mais c'est un fait. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'a pas vraiment été vécue de la même manière en Europe et en Asie. Enfin voilà, il y a d'autres choses qui ont peut-être plus traumatisé les personnes en Asie de l'Est. Et il y a parfois une méconnaissance de ce qui s'est passé en Europe. Même les jeunes, en s'amusant, ils peuvent faire des signes... Le salut hitlérien. Voilà, sans se rendre compte que cela peut être blessant ou terrifiant pour certains, en fait. Oui, ou même il a cité des cas dans les pays d'Asie de l'Est où on utilise des brassards avec des croix gammées pour s'amuser, pour faire la fête. À Taïwan, il y a eu ça comme déguisement sur des campus universitaires. Alors ça avait provoqué un tollé, mais jusqu'il y a 1 ou 2 ans encore. Oui, parce que les gens ne se rendent pas vraiment compte, en fait, de la douleur qu'il y a eu. Tout à fait, mais il faut quand même signaler aussi qu'il y a toujours les sociétés civiles locales qui protestent. Donc voilà, c'est pas non plus laissé complètement bien sûr. Et
Il a constaté que toutefois en 2025, il y a une résurgence de ce thème dans le cadre de la campagne pour les destitutions. Alors je fais un petit rappel. En fait, des Taïwanais de la société civile soutenus par le DPP ont lancé des pétitions pour essayer de destituer plus d'une vingtaine de députés du KMT. Parce qu'ils étaient mécontents des coupes budgétaires, du renforcement des pouvoirs du Parlement ou encore de la réforme de la Cour constitutionnelle que le KMT, qui détient la majorité parlementaire, avait voté en 2024. Il y avait eu aussi des manifestations. Et cette campagne pour les destitutions de députés du KMT n'a pas abouti, en fait. Il n'y en a aucun. Aucun n'a été destitué. Mais à cette période, il y a eu un accroissement des tensions politiques et une forte division ou polarisation dans la société. Et donc, Alexis Franchot a noté plusieurs incidents. Alors, en avril, un soutien du KMT qui était interrogé dans le cadre d'une enquête pour fraude. Fraude dans le cadre de lancer des campagnes de destitution vis-à-vis des députés du DPP. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'il y a eu dans les deux sens. Et donc lui, il s'est rendu au bureau des procureurs portant un brassard avec une croix gammée, brandissant même un exemplaire de Mein Kampf, tout en effectuant des saluts nazis. C'est assez incroyable. En août, le youtubeur qui se dit anticommuniste et soutien du DPP Pajong a trouvé inspirantes les méthodes du nazisme pour lutter contre l'influence chinoise et le KMT. Après, il est un peu revenu sur ses propos. Et même le président du KMT à l'époque, Eric Zhu, a comparé le président Lai Ching-te à Hitler. Il a estimé que le salut nazi du militant du KMT que je viens d'évoquer correspondait à une satire pour dénoncer la dictature du DPP. Et il s'est quand même rétracté le lendemain en condamnant le fascisme, le nazisme et la dictature communiste, vu qu'il y a eu tout un tollé autour de ça. Oui, ça avait même fait réagir jusqu'à la représentation allemande et les représentations étrangères aussi. Mais, tout à fait. C'est vrai que c'était scandaleux. Alors, Alexis Franchot rappelle que ces comparaisons plus que hasardeuses ne sont pas une première, mais quand même, ce qui est nouveau, c'est la circulation de ces éléments de langage entre les espaces informationnels taïwanais et chinois. Alors, il dit que dans ce domaine, il faut garder à l'esprit que de nos jours, l'objectif du Parti communiste chinois est moins de séduire les Taïwanais que d'exploiter les fractures de la société pour la faire éclater ou pour diviser la société. Et donc, il cite notamment l'expression « terreur verte ». Maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Cette expression a été utilisée pour la première fois à Taïwan en 2014 par le Nouveau Parti, un petit parti pro-unification. Ensuite, en 2016, c'est le KMT qui a récupéré cette expression lorsque Tsai Ing-wen est arrivé au pouvoir, en disant que c'était le début de la terreur verte. En 2017, c'est même l'ancien président de la République Ma Ying-jeou qui a utilisé cette expression suite à l'inculpation d'un membre du Nouveau Parti dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale. Il a même évoqué la réapparition d'une police politique. Alors, tout cela relève d'une tentative de diabolisation qui est en fait assez déconnecté de la réalité. C'est pour dénoncer une sorte de non-séparation des pouvoirs, c'est ça ? Tout à fait. Enfin, en tout cas d'après le camp bleu du KMT et de ses alliés. Et un chercheur taïwanais qui est cité par Alexis Franchot révèle que en fait, cette expression de terreur verte a surtout été utilisée au moment où le gouvernement du DPP lançait la commission de justice transitionnelle. Visant justement à enquêter sur les crimes politiques durant la terreur blanche. Et sur les biens mal acquis du parti. Voilà. Le timing n'était pas par hasard non plus. Oui, tout à fait. Alors, en 2019-2020, le KMT a utilisé de plus en plus cette expression à l'occasion du vote de la loi anti-infiltration et pendant la campagne présidentielle qui opposait Tsai Ing-wen et Han Kuo-yu. Cet élément de langage a été repris par les médias chinois. Et selon Alexis Franchot, elle a été intégrée au récit stratégique du Parti communiste. Il cite par exemple un communiqué du Bureau des affaires taïwanaises, selon lequel le DPP irait contre les aspirations du peuple par intérêt électoral. Donc selon la logique chinoise, les autorités taïwanaises seraient donc illégitimes du fait de leur autoritarisme. C'est un peu bizarre quand même que la Chine donne des leçons entre guillemets. Ça frise l'ironie, quoi. Mais oui. Alors, depuis l'élection du président Lai Ching-te, les médias chinois utilisent de plus en plus cette expression. Par exemple, lorsqu'ils évoquent la loi taïwanaise
qui prévoit l'annulation de l'état civil taïwanais des personnes qui ont en même temps un passeport de la République populaire de Chine. On en a parlé récemment. Et ce terme a même été repris dans un communiqué de l'ambassade de Chine en France. Réagissant à un article du Figaro, l'ambassade a accusé le DPP de faire régner à Taïwan une terreur verte en vue de servir ses intérêts politiques, ainsi que la stratégie américaine et japonaise, qui vise à contenir le développement de la Chine et de faire échec au renouveau de la nation chinoise. Donc ça, c'est vraiment le narratif qu'on retrouve souvent. Ces derniers mois, l'affaire de ce youtubeur Pa Jong a été évoquée dans les médias chinois pour sous-entendre qu'il y aurait même des tendances nazies au sein du DPP. Et le journal du peuple, qui diffuse la ligne officielle du Parti communiste chinois, est allé jusqu'à affirmer, au mois d'août dernier, que la terreur verte se serait accentuée depuis l'investiture de Lai Ching-te, violant l'état de droit démocratique et la protection des droits humains. Donc là encore, la Chine donne des leçons de droits de l'homme à Taïwan. C'est un peu fort de café. Ce journal a précisé que la campagne de destitution illustrait une dangereuse tendance à la nazification progressive des forces indépendantistes. On revient sur l'image de nazification, du coup. Tout à fait. Et donc, Alexis Franchot remarque aussi une coïncidence de calendrier avec la commémoration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Bureau des affaires taïwanaises a invité les compatriotes de Taïwan, entre guillemets, à se joindre au défilé militaire organisé à Pékin en septembre. Le gouvernement taïwanais a rappelé à l'époque que c'est la République de Chine qui a combattu l'armée japonaise durant la guerre, puisque la République populaire de Chine n'était pas encore créée. Ce à quoi Pékin a répondu qu'il s'agissait d'une tentative de manipulation de l'histoire par le DPP dans le but de promouvoir la sécession de Taïwan. C'est vraiment assez incroyable quand même. Donc on retrouve cette idée d'une instrumentalisation de l'histoire dans un but politique par la Chine, souligne Alexis Franchot, et il rappelle qu'il faut replacer cela dans un narratif plus large que la Chine promeut sur le système international fondé sur les règles. Bon, ça, j'ai pas le temps d'en parler parce que ça fait trop. Mais en tout cas, présenter le régime taïwanais actuel comme autoritaire, voire ayant des tendances nazies, même si c'est faux, a l'avantage d'être évocateur pour une grande partie de la population mondiale, notamment en Europe, qui a peut-être du mal à savoir aussi quelle est vraiment la situation à Taïwan, puisque l'histoire de Taïwan est complexe. Oui. Donc voilà. C'est vrai que ça peut prêter confusion en fait. Tout à fait, ça sème la confusion. Et c'est voulu, je pense, ce narratif de jouer sur ça. Bien sûr. Ce qui est impressionnant, c'est que ça se limite pas juste au réseau social de la fameuse armée chinoise. Même le journal du peuple. Mais ça va jusque dans les médias et le discours officiel en fait de la Chine. Tout à fait. Et on peut imaginer que la situation va se dégrader avec l'approche des élections très prochainement en fait, parce que ce genre de discours a tendance à être largement répété lors des élections. Oui, tout à fait. Et donc, Alexis Franchot précise à la fin que le fait d'étiqueter le DPP de cette manière peut avoir l'avantage de légitimer à l'avenir des actions coercitives chinoises, en tout cas de leur point de vue. Ce narratif vise donc à promouvoir l'image d'une puissance chinoise soucieuse du droit international. Et dans cette logique, les revendications sur Taïwan seraient présentées dans la continuité logique de l'histoire, selon la Chine, indiquant un resserrement aussi de l'alliance narrative avec la Russie, qui parle de la dénazification de l'Ukraine. Voilà, donc tout ça aussi est un peu lié. J'ai même envie de rajouter la nouvelle présidente du KMT, Chen Liwen, qui a parlé récemment que Poutine n'était pas un dictateur. Un dictateur en fait. Puisqu'il était élu. Oui, élu démocratiquement. Mais Lai Ching-te, élu démocratiquement, en revanche... c'est une terreur, c'est source de terreur verte. Mais du coup, il n'y a qu'un pas dans cette évolution inquiétante, finalement, de se dire, la Chine, comme tu dis, c'est elle qui va venir libérer ou rendre la liberté au peuple taïwanais. On n'en est pas là, mais il y a cette idée de justifier ou de préparer un terrain, quoi. Tout à fait. Et j'avais discuté il y a quelques années avec un historien français et il était quand même assez abasourdi de la tournure que prenaient les événements dans le monde, au sens où pratiquement ces dernières années, ce n'est plus vraiment la vérité qui compte, mais c'est la voix qui crie le plus fort, en fait, qui est le plus écoutée. C'est vraiment incroyable. Et donc,
Pour revenir à l'article, Alexis Franchot conclut en disant qu'il reste à observer dans les prochaines années si la République populaire de Chine intégrera encore davantage ce narratif dans son récit et quelles seront aussi les conséquences pour Taïwan. Donc, à suivre. D'accord. Qui va gagner, la terre verte ou la terre rouge? Je plaisante. Je pense que face à cette question très terre-à-terre, il faut prendre un petit peu de hauteur avec les divinités. Avec les divinités. Et pas n'importe lesquelles. Non. Oui, effectivement, nous allons à Pingdong, dans l'extrême sud de Taïwan, où vivent une bonne communauté des autochtones, et notamment des Paiwan. Et pour beaucoup d'autochtones de cette région, la montagne sacrée, c'est la montagne Beida'u, qui est très chantée d'ailleurs dans les chants des aborigènes de cette région. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est que la déesse de Mazu, honorée dans un temple à Pingdong, depuis 3 siècles déjà, a décidé d'aller rencontrer la divinité des montagnes. D'accord. C'est pas mal parce que Matsu, c'est comme la divinité de la mer. De la mer. Oui. Du coup, c'est titré ainsi quand la divinité de la mer rencontre la divinité de montagne, en fait. Et du coup, ce que le temple a fait, c'est qu'il a convoqué des personnes volontaires à aller porter les statuettes de Matsu vers cette montagne sacrée qui est quand même de plus de 3000 mètres. Ouh, quand même. Oui. Belle... Donc, cette sortie balade, entre guillemets, a eu lieu du 4 au 8 novembre, donc cette semaine. Et pour se préparer, le temple a convoqué 3 groupes. Donc, groupe A, ils appellent ça le groupe de montagne. Donc, des randonneurs. Ils appelaient 102 randonneurs qui ont déjà suffisamment d'expérience en montagne pour pouvoir porter les palanquins, qui pèsent quand même. Et un groupe B, ce qui s'appelle les soldats, des jeunes soldats, dans le sens où ils sont importants en nombre. Donc c'était 108 personnes de moins de 30 ans qui sont capables de marcher en suivant le cortège. Et le 3e groupe, c'est tous ceux qui souhaitent suivre le chemin de Matsu. D'accord. Voilà. Quand tu disais ils transportent le palanquin, il faut qu'on imagine, et vous pouvez voir la vidéo qui est en lien sur l'article d'ailleurs, c'est un palanquin adapté en sac à dos en fait, divin. Voilà. Oui, donc on le porte plus facilement au dos, mais ça pèse. Ça reste lourd. Hein. Ça reste lourd, une dizaine de kilos je pense. Plus Alors, que ça, oui. Donc, sur le terrain plat, il y a 32 km à parcourir. Et pour la montagne, ascension. il y a 11 km. Et du coup, aller-retour en comptant cela en 4 jours. Ce qui m'a attiré mon attention, c'est que dans un premier temps, ils voulaient donc une armée des jeunes de moins de 30 ans. Et le temple a fini par ajuster ces critères pour élargir à 40 et 50 ans. Ils n'ont pas expliqué la raison, mais je pense que c'est parce que les jeunes n'ont pas forcément envie de suivre Matsu jusqu'à... Il y a ça, et puis les étudiants, ils sont en pleine période d'examen semestriel aussi. Ah bah oui. Ça limite les candidatures. Oui, et Soulan, le responsable de temple, c'est la particularité de cette sortie, c'est que c'est très différent par rapport au pèlerinage de Matsu en général, c'est-à-dire il y a toujours des coups de pétard, des encens, des papiers-monnaies brûlés. Et là, c'est un événement complètement respectueux envers l'environnement, donc il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de pollution de l'air. Ah mais pour une fois j'aurais pu y aller alors. Il n'y a que des gens qui marchent. Parce que d'habitude les pétards, moi ça me décourage directement. Pétard, pas de papier-monnaie brûlé. Heureusement, oui, en montagne, oui. Et du coup, ils ont expliqué que comme c'est une montagne sacrée pour le peuple Paiwan, c'est l'origine de leur culture, donc c'était aussi dans ce sens d'intégration de tous les habitants de différentes origines en fait de Taïwan qu'ils souhaitent effectuer cette sortie. C'est pas mal comme petit pèlerinage unique en fait. C'est en fait intercommunauté en plus. Oui. Intercommunauté. Du coup, tout le monde pouvait participer, sauf pour l'équipe de montagne. En fait, il faut avoir une certaine expérience. Et les conditions, c'est qu'il faut parcourir l'ensemble de trajet. Il ne faut pas dire je m'arrête, je rebrousse chemin. Mais pour les pèlerins qui souhaitent
se joindre au cortège, c'est possible. D'accord. Donc chacun pouvait s'organiser en fonction de ses disponibilités, ses conditions physiques. Voilà. Et le temple avait remarqué que beaucoup de personnes un peu plus âgées ou physiquement plus faibles avaient demandé qu'ils pouvaient pas, ils aimeraient suivre, mais ils ne pouvaient pas tout suivre. Du coup, ils ont même installé des points de repos pour que les gens puissent s'arrêter, se reposer, repartir. Voilà. D'accord. Donc c'est toute une organisation pour cela. Et c'est en préparant ce texte que je me suis rendu compte que j'ai l'impression qu'il y a une petite mode qui se développe à Taïwan pour faire monter Mazu en montagne. Ah oui. Je sais qu'elle est déjà montée dans un avion récemment pour aller aux États-Unis. Oui, et tout. En fait, c'est vrai que Mazu voyage souvent à l'étranger, en fait, en fonction des disponibilités de. Mais bon, et là, cette fois, ce que j'avais remarqué, c'est ce que la montagne Alishan, donc à Jiayi, est en train de préparer. Pareil. Une sortie de Mazu à Alishan, cette fois-ci, le 19 au 22 décembre. D'accord. Donc, c'est dans un mois. Ah, j'ai oublié de préciser pour le cortège de cette fois-ci de Pingdong jusqu'à la montagne Beida, où il y a 1 millier de fidèles qui ont suivi le cortège quand même en plein milieu. C'était pas des jours de congé en fait. Ouais. Et pour Alishan, j'ai l'impression, en fait, d'après les responsables politiques locaux, c'est purement touristique. Voyage touristique de Mazu, c'est bien. Oui, parce qu'il explique que la région de Jiayi a été lourdement touchée cette année par donc les pluies torrentielles et aussi les typhons, ce qui a largement eu un impact sur le secteur touristique qui est quand même une source importante de revenus pour la région. Et du coup, la collectivité locale s'est arrangée avec certains temples de Mazu de la région pour organiser cette balade. Et du coup, il propose 6 différents chemins à parcourir pour prendre un café, pour déguster une gastronomie locale. Tout cela en faisant ce pèlerinage. Et du coup, elle va prendre le petit train de Alishan ? Ils vont, voilà, tout à fait. Le Mazu va prendre le train de Alishan pour remonter. Et d'ailleurs, en montagne, il y aura la fameuse pratique, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les fidèles s'accroupissent par terre pour que le cortège de Mazu, le palanquin de Mazu parte dessus. C'est une sorte de bénédiction. Donc là, cette fois-ci, ça va être la bénédiction en hauteur. D'accord. Voilà. J'espère qu'ils ne vont pas les agenouiller sous le train d'Alishan pendant que Mazu passe. Non, peut-être pas. En tout cas, là, c'est expliqué, c'est purement économique. Je pense que ça va générer plus d'argent que le Pingdong, en fait, où c'est pas, il n'y a rien de promu. Ça fait plus sortie folklorique que religieuse. Que pèlerinage, voilà. Mais c'est intéressant parce que, du coup, cette tendance, comme tu dis, de Mazu qui veut aller visiter les montagnes, peut-être qu'un jour, on verra que Mazu a, comme les Taïwanais doivent ou rêvent de faire, atteint les 100 sommets de Taïwan. Les 100 sommets de plus de 3000 mètres de Taïwan. Wow. En tout cas, je pense que Mazu, je ne sais pas si c'est malgré elle ou pas, elle voyage tout le temps. Oui. Mais je pense qu'il vaut mieux aller en montagne en ce moment que de traverser le détroit de Taïwan et provoquer des polémiques politiques. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'elle voyage partout. C'est sûr, elle est busy. Voilà. Alors, moi, je vais parler d'autre chose qui est busy. C'est pas Mazu, ce sont les urgences. Ils vont, oui. Parce que les urgences à Taïwan, mais je pense que ce n'est pas que à Taïwan, c'est dans de nombreux pays qui sont dans ce cas-là. Elles sont surbookées, très très saturées, au point qu'ils ne peuvent pas prendre soin de tout le monde. Par expérience, j'ai accompagné quelqu'un de ma famille au début d'année qui a dû être hospitalisé en cas grave. À Taïwan ? On est resté à Taïwan. Et on est resté 3 jours aux urgences en attendant. Alors, le premier jour d'urgence, on disait on va vous chercher un lit pour que la personne puisse être vraiment hospitalisée en service. C'était après un arrêt cardiaque, donc c'était quand même pas n'importe quoi. Et tu es resté 3 jours aux urgences dans un couloir et même pas parce qu'il n'y avait pas assez de lits. Et à devoir t'occuper de quelqu'un, toi tu es assis par terre à côté du lit qui est dans un coin du couloir avec plein de passages. Pendant 3 jours, le temps qu'il y ait une place de libre. Et les urgences, ça a défilé à toutes les heures, même la nuit. Alors c'est vrai que c'était un gros hôpital dans une zone assez peuplée entre Panxiao et Zhonghe, 2 arrondissements très peuplés du nouveau Taipei. Et c'est un des lieux qui a été visé par le ministère de la Santé, justement, pour créer un nouveau centre de soins légers d'urgence, sous le sigle UCC en anglais,
pour tenter de désengorger les urgences parce que le ministère de la Santé a insisté sur le fait que plus de 80% des visites aux urgences ne relèvent pas d'une vraie urgence médicale à Taïwan. Je pense que c'est surtout vrai pour le week-end parce que depuis quelques années, la plupart des cliniques qui sont ouvertes le week-end avant, qui étaient ouvertes le week-end avant, sont fermées. Voilà, donc si tu as un problème de santé le week-end, il faut te présenter aux urgences. Même pour un enfant qui a une fièvre très haute. Et tu fais bien de souligner ça parce que... Du coup, on ne peut pas aller nulle part. En fait, ce qui m'est arrivé... Une personne qui fait un malaise, tu vas aux urgences pour le régler. Tu ne peux pas faire autrement. Et c'est d'ailleurs ces centres de soins légers d'urgence sont ouverts le week-end et les jours fériés. Donc c'est vraiment ça qui est visé, tout à fait. Oui. Et quand je disais 80% des patients qui se présentent aux urgences ne sont pas pour des urgences, c'est en effet du week-end, je n'avais pas précisé. Oui. Et le ministre de la Santé, Xu Zhongliang, a précisé que ce sont 13 nouveaux centres qui viennent de voir le jour. Donc dans le courant de cette semaine, les 2 plus importants qui viennent d'être inaugurés, les autres ce sera un petit peu plus tard au fur et à mesure, sont dans 2 quartiers très peuplés du Nouveau Taipei, dont celui que je citais en exemple des urgences qui saturent. Donc ça c'est ce qu'on appelle des centres d'urgence légers ou communautaires en fait, pour pouvoir trouver un médecin quand il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas forcément des permanences partout, comme Meg le disait, et de moins en moins, que ce soit clinique, cabinet médical ou hôpital, en fait, le week-end. Donc la mission première, c'est de faire les soins bénins pour ceux qui ont besoin le week-end, et ces centres aussi vont bien sûr rediriger les patients, parce que si quelqu'un se présente avec des soins plus lourd, il peut être réorienté ou même acheminé en priorité vers un hôpital le plus proche pour une vraie urgence pour le coup. Mais ça permet déjà d'avoir un filtrage et aux médecins de diriger vers les bonnes équipes en fonction du diagnostic ou du problème de la personne qui se présente à ces urgences. Alors c'est toujours rattaché à un hôpital ou une clinique déjà existante, et ces centres-là, ils sont totalement équipés des meilleurs équipements médicaux comme une vraie urgence en hôpital en fait. Ce sont exactement les mêmes conditions. Ils sont ouverts de 8h à minuit, tous les dimanches, jours fériés, et ils accueillent ce qu'on disait, les symptômes de fièvre, des symptômes respiratoires, des malaises pour des personnes âgées. Et même des blessures. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, tout type de pansement, de bobo, de plaie peuvent être mis, mais même des crises aiguës chez un enfant, une personne âgée dont on ne sait pas si ça mérite une grosse urgence ou pas, on peut d'abord aller dans ces centres-là. Et encore une fois, ils sont bien équipés et ils peuvent tout de suite acheminer aux urgences s'il y a besoin d'être pris en charge en hôpital. C'est un budget estimé à 39 millions d'euros. Oui, parce qu'il faut trouver tous les médecins aussi. Il faut trouver les médecins. Alors, ces médecins-là auront le salaire de médecin normal, d'urgentiste, plus une prime incitative en fait de 3 000 à 4 000 $ par jour de permanence dans ces centres-là. Donc ça fait 100 à 130 € à peu près, donc c'est pas mal pour les inciter. Et du côté des patients, c'est beaucoup moins cher qu'une prise en charge en urgence aussi, puisque c'est 150 $ taïwanais, c'est l'équivalent d'une consultation médicale ordinaire pour Taïwan, avec 150 $ de plus pour certains centres qui s'y sont aussi trop chargés. Donc ça pourrait monter à 300 $, ça fait quoi? Ça fait 8 à 9 €. C'est quasiment la moitié d'une consultation en urgence. C'est 600 $ de moins qu'une urgence. Donc, c'est un tiers, en fait. Parce que les urgences, c'est entre 8 et 900 $ taïwanais. Du coup, c'est moins que la moitié. D'accord. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Et pour le système de la sécu sociale à Taïwan, je pense qu'ils sont aussi gagnants sur le long terme. Et puis, on espère que les soins seront plus humains dans les urgences qui nécessitent vraiment une prise en charge urgente. Oui, tout à fait. Voilà. On arrive déjà à la fin de cette émission, donc merci beaucoup de l'avoir suivi et on vous dit donc à la semaine prochaine pour un nouveau On en parle à Taïwan. Aujourd'hui au micro c'était Meg, François-Xavier et Sasa. Bye bye. À bientôt.